Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les types de données en Java. Les applications Java contiennent deux types de données, les données de type primitive et les références. Il y a 8 types de primitives, ce sont les bases de construction des objets Java. Parce que tous les objets Java ne sont que des collections complexes de données de type primitive. Donc ces 8 types de données primitives sont les booléens, les bytes sur 8 bits, les shorts sur 16 bits, les int sur 32 bits, les longs sur 64 bits, tout ça pour les entiers, les floats sur 32 bits et les doubles sur 64 bits pour les nombres flottants. Un booléen peut prendre la valeur true ou false. Un byte, c'est un 8 bits signé, donc on est sur 7 bits de moins 128 à 127. Un short de moins 32 768 à 32 767. Un int de moins 2 Go à 2 Go. Un long, je ne sais pas dire le nombre. Un float et un double. Donc tous ces nombres sont signés. Alors, nous allons d'abord créer une classe de type primitive. Donc, on va d'abord créer un package primitive. Niche, et là-dedans, je vais créer une classe que j'appelle primitive. Database. Et je lui rajoute un main. Voilà. Je rajoute tout de suite un commentaire. Hop. Version 1.0. Étude des primitives des données de type primitive. Voilà. Puisqu'on sait faire, maintenant on va créer notre classe. Donc on va faire primitive datas, primitive datas égale new primitive datas. Il n'y a pas de constructeur, c'est le constructeur par défaut qui est appelé. Alors on va d'abord étudier les booléens. Donc je vais créer une méthode public void boolean study. Voilà. Alors cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclarer un booléan bool et elle va lui affecter une valeur. Alors on peut faire comme ça. On aurait pu faire ça et plus loin faire bool égale true. Voilà. On aurait pu le déclarer en variable de classe ici. Voilà. Ici, enfin voilà, on avait plein de manières de faire ça. Donc moi j'ai choisi de faire voilà, j'ai dit CTRL Z pour revenir en arrière, pardon, CTRL Y pour revenir en avant, voilà. Pour aller en avant, voilà. Bien. Donc j'ai créé ma variable booléenne. À chaque primitive correspond un objet Java. Dans le cas de booléen, de la primitive booléen, c'est booléen. Cette fois-ci avec une majuscule parce que c'est une classe, c'est un objet Java. On va le trouver où cet objet Java? Eh bien, on va regarder. Comme visiblement, je n'ai pas besoin de... on va continuer par donc booléen. Je vais mettre classe égale. Et cette fois-ci, je peux lui affecter ma valeur bool qui est la primitive booléen. Alors, on va y regarder cette classe. On a vu dans le source ici, on voit que je n'ai fait aucun import. Donc, cette classe qui est booléan, on devrait la trouver sous Javalang.
Donc on va regarder JDK 261 et je vais regarder les sources. C'est les sources de JRE lib, hein, enfin des jars qui sont sous JRE lib. Je fais CFMC, je les ouvre, je vais sous Java, je vais sous lang, et normalement, si tout marche bien, je devrais avoir un boolean.java que voilà. Alors ce boolean, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il va contenir une variable boolean. C'est la variable, la voilà, qui est stockée. C'est celle-là qui va être mise à jour dans cette classe, modifiée, etc. Et après, on a plein de méthodes qui permettent de travailler avec cette variable. On a des constructeurs, on a la transformation du string en booléen, on a enfin énormément de choses. Alors, je reviens à mon source. Ici, j'ai initialisé ma variable de type boolean, mon objet de type boolean, à la valeur de la primitive bool, mais j'aurais très bien pu mettre aussi les deux valeurs possibles, une des deux valeurs possibles pour un boolean, true ou false. Donc en l'occurrence, moi j'ai mes bools, mais je pourrais très bien faire ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre classe. Donc je vais faire primitive datas.booleanStudy. Voilà, bien. Donc j'appelle ma méthode booleanStudy. Là, elle ne fait pas grand-chose, donc je vais faire un system.out.println. Alors on va la remettre à bool quand même, parce que c'est là qu'on va voir. Voilà, donc je la remets à bool. Donc je peux faire boolean de ma donnée primitive. Et aussi, je vais faire boolean et je fais plus boolean class, par exemple, point. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire get value, il n'y a pas get value, on va faire toString, par exemple. Voilà. Donc, ça me retourne sous forme de string la valeur de la primitive bool dans la classe boolean. Voilà. Donc, on regarde ce que ça donne. Je fais file save, je le fais tourner. Et ça me donne donc boolean primitive true. La classe boolean a aussi la valeur true, puisqu'elle a été initialisée à la valeur de ma primitive. Alors, petit rappel sur ce que je vous ai présenté avant. Je vous ai dit que les différentes données primitives avaient des tailles. Boolean, c'est un octet, byte, c'est un octet, short, c'est 2 octets, int, 4 octets, long, 8 octets, etc. Alors, ça, ce serait bien qu'on le voit. Et la meilleure façon de le voir, c'est d'essayer d'écrire ces données dans un fichier et de voir la taille du fichier in fine. On saura, par exemple, si on écrit un boolean, quelle est la taille effective d'un boolean dans un fichier. Alors, pour cela, je vais rajouter des éléments concernant le traitement des fichiers. Nous ne les avons pas encore vus, nous les verrons plus tard. Alors déjà, moi, je vais créer un répertoire qui accueille mes fichiers. Donc, je vais aller sous cours Java. Alors, j'ai déjà un répertoire data qui ira très bien, qui fera l'affaire. Ensuite, alors là, le code que je vais faire, je vais vous demander de le prendre tel quel. Si vous êtes en train de faire en même temps que moi, je vous l'expliquerai plus tard quand on verra les fichiers. Le principe, c'est vraiment de montrer que la taille des données et la taille des primitives, c'est vraiment quelque chose qui physiquement représente quelque chose. Donc, je vais commencer par créer un file output stream. Alors ça veut dire que je crée un objet, donc file output stream, qui me permet de déclarer un fichier. Donc pour l'instant, je le mets à nous. Je résume mon import. Ensuite, je vais me servir de ce fichier pour écrire des données. Donc, je fais un data output stream. Data output stream. Alors, je vais mettre data output stream de égale nul de la même manière. Bien. Alors, je vais créer une première méthode. Donc, pareil, je résous. Voilà, il me propose, c'est dans Java.io. Jusque-là, tout va bien.
Java.io, on est obligé cette fois-ci de faire les imports. Les imports viennent d'être mis ici. Je vais créer une première méthode qui n'est vue que dans ma classe. Elle n'est même pas vue par les classes qui appartiennent au même package. Private, ça aussi on verra plus tard. Void, elle me retourne rien. Et je vais mettre create file par exemple, et ça va prendre en argument une string qui est le nom du fichier. Voilà. Donc ensuite, je vais faire file output stream égal, donc je crée mon objet. File output stream, et cet objet dans Java.io, il a un constructeur qui prend un nom de fichier avec le pass. Donc anti/slash cours-java anti/slash datas anti/slash et je lui rajoute le file name. Voilà. Donc on va voir l'erreur après. Pour l'instant je vais continuer et je fais donc j'ai dit data output stream égale new data output stream de file output stream. Voilà. On verra tout ça, vous en faites pas. Voilà. Alors l'erreur que j'ai, c'est en fait parce que justement je ne gère pas l'erreur. Quand j'accède à des périphériques, je peux avoir plein d'erreurs et il faut que je sois capable de les gérer. Si je ne crée pas un fichier, il ne faut pas que je m'amuse à l'écrire dedans. Voilà. CTRL-SHIFT-F pour formater le code. Ça me réaligne tout. Donc voilà, là ça me gère l'erreur. Find not found, j'ai pas trouvé le fichier et ça me met ça. Ensuite, là j'ai créé mon fichier. Alors je vais faire la méthode pendante qui est le close file. Private void. Alors ici j'ai mis private sur les méthodes. Je peux mettre ici private sur les données. Souvenez-vous les données de classe. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Là, c'est la partie, souvenez-vous du téléphone, quand on expliquait l'objet, eh bien là, c'est la partie non visible, ce que l'utilisateur ne verrait pas. Si c'est private, même dans la même classe, même dans le même package, aucune classe ne verra ces données-là. On ne les voit que dans la classe. Donc, je reviens à ma méthode, là, private vote, et je vais faire close file. Alors, cette fois-ci, donc je mets ici, je reprends file output stream, voilà ici, point close, voilà. Et pareil, je gère l'erreur. Bien. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire create file de, bon, on va l'appeler boolean. Et on va faire maintenant un data output stream point donc j'ai dit data output stream point on va écrire write. On va faire un write boolean, voilà, de bool, de notre valeur bool, et on va regarder la taille que ça a, pardon, de bool, oui, c'est bon, pourquoi il veut pas, data write boolean de bool, ah oui, il faut là aussi que je gère l'erreur, toujours ça, pour les fichiers on doit gérer de partout. Et derrière, eh bien, je fais data output stream, voilà, de la même manière. Donc, contrôle espace, ça me fait les propositions. Non, d'ailleurs, je ne vais pas faire ça, je vais faire close file. Voilà.
file save all. Donc, si je résume la situation, je crée un fichier qui a pour nom boolean, qui va être sous d2.anti/cours/java anti/datas. Dans ce fichier, j'écris un booléen et après je ferme le fichier. Ok, on essaie de le faire tourner. Alors on regarde bien que j'ai rien là, j'ai rien sous datas. Je lance primitive data, voilà, hop. Et tiens, voilà, j'ai un booléen. Alors, j'ai mon fichier booléen. Quelle taille il fait? Ben, on regarde. Il fait 1 octet. C'est bien. Donc, quand je stocke un booléen, c'est bien. La variable fait bien 1 octet. Donc, alors, après les booléens, on avait les bytes. Donc, on va prendre une méthode byteStudy. ByteStudy, voilà. Je copie. Je remplace ça par byte. Alors cette fois-ci, ça va pas du tout être... ça va être ici un byte. Ici, ça, on verra après. Ça, je vais le mettre à 0. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer toutes les occurrences de bool. Donc, je vais dans refactor rename. Et je fais byte à la place. Alors ça, j'ai pas le droit de l'utiliser, donc je vais utiliser byte primitive. Voilà. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Et par contre là, je dis que c'est un byte. Et c'est un byte class. Voilà. Byte class. Voilà ici. Donc ici c'est aussi byte class. J'aurais pu faire refactor aussi, mais bon. Voilà. Et on crée une classe byte. Byte. Data output in. On fait un write byte évidemment. Byte et de byte primitive. Voilà. OK, file save all. Voilà. Vous voyez comme ça va vite. Alors, on retourne dans notre classe Java. Dans Java, les sources. Programme Java. JDK 261. Les sources sont ici. Toujours pareil. On y va. On va sous Javalang et on devra avoir donc une classe byte en majuscule que voilà. Alors là, on va utiliser des propriétés particulières de la classe byte et on va faire ça pour toutes les autres classes qui vont suivre après. Ici, on va écrire donc byte primitive et byte class toString et on va mettre avant. On va mettre ici, on va mettre donc tac, on va mettre un intervalle. Vous allez voir ce qu'on va faire. Hop, hop, voilà. Et on va mettre ici, pardon. Ici aussi, plus, voilà. Vous allez voir, quand tout sera fini, vous allez comprendre. Donc on va faire byte point. On prend la valeur minimum qui est une constante de la classe byte et on prend byte point et on va faire la max value. Vous voyez que je les accède directement par le nom de classe, donc ça veut dire que ce sont des variables statiques. On le vérifie, public statique, voilà. By max value. Alors, je retourne dans mon source sous Java, voilà. Ben, je pense qu'on a tout fait, là, on l'appelle byte, tout va bien. Donc, on va regarder, on va le faire tourner. Voilà, donc si je résume là, pardon, je suis toujours dans byte. Ici, j'écris donc les valeurs min, les valeurs max, j'écris la valeur de ma primitive et la valeur de la primitive dans la classe. Je crée le fichier byte, je l'écris et je ferme. OK, on y va. Alors évidemment, il faut que je l'appelle. Pardon. Donc c'est primitive datas. Alors c'est ça pas. Ah oui, primitives datas. Contrôle plein et c'est byte study. Voilà.
et j'y vais. Tac, tac. C'est parti. Moins 128, 127, minimum, maximum. Elle vaut 0. On va vérifier sous cours Java datas, on a bien byte. Et cette fois-ci, la taille, c'est toujours un octet. Ok, c'est bien ce qu'on avait dit. Alors, on a fait boolean, on a fait byte. On va faire short maintenant. Vous voyez comment je construis une classe. Hop. Alors, pourquoi j'ai ces erreurs ici, par exemple? C'est parce que j'ai deux fois le même nom de méthode avec la même signature, c'est-à-dire le même nombre d'arguments exactement. Donc, j'ai pas le droit de faire ça. Je peux avoir des méthodes qui ont le même nom, mais il faut qu'elles aient un nombre d'arguments différents. Void short study, voilà, tac. Alors, évidemment, ici, c'est un short, voilà. Short primitive, alors toujours pareil, poum, je renomme, rename, je mets ici short short, tac, c'est parti, retour, voilà, ça marche. La classe short class égale short primitive, et ici je remplace par, ici c'est du texte, ici c'est la classe, ici c'est la classe, toujours pareil, variable statique, max value, short primitive, short et short class, voilà. ToString, voilà, on y est. Create file, on va créer une file short. Et voilà. Tout est bon. Save. J'y vais. Alors, on regarde vite fait la classe short ici, toujours pareil. Une variable membre short, la voilà. Voilà notre valeur short. Alors, on fait tourner notre affaire. Alors non, d'abord il faut que je retourne dans mon code Java. Je reviens en arrière ici. Short et je fais tourner. Je sauvegarde tout. File, c'est bon. Et j'y vais. Ah, il faut que je l'appelle évidemment. Donc il faut que je l'appelle. Donc toujours, je vais là. Comme ça va beaucoup se répéter, je vais beaucoup faire de copies comme ça. Et c'est short study. Voilà. File save, on y va. Tac, tac. Alors ici, il y a une chose que j'ai oublié, donc c'est short study. Ici, c'est un write short. Short, je le lance. Et voilà. Donc il me donne la plage. Alors pour cette plage, si ici j'avais mis quelque chose qui est en dehors de cette plage, par exemple 32 768, eh bien j'aurais une erreur et il m'aurait dit type mismatch, on ne peut pas te convertir ça en short. Par contre, je peux mettre exactement la valeur exacte 32 767. Alors voyons ce que ça a donné. Je vais là, je regarde mon short, je regarde les propriétés. Cette fois-ci, il fait bien 2 octets. Alors, j'ai répété l'opération sur les différents types. On va les regarder. Vous avez ici, donc, on avait été de boolean à chart. J'ai fait int study, long study, float study, double study et char study. Donc là, on a bien nos 8 types de données primitives. Donc, on va les regarder rapidement. Alors, pour int, la primitive, c'est bien int. Par contre, la classe, c'est integer. Pour long, c'est la même chose, long et long avec une majuscule. Pour float, donc float avec un majuscule, quand on assigne une valeur, on fait toujours suivre pour un float par petit f. Double majuscule. Et char, c'est char
pour la primitive et ses caractères pour la classe. Alors, on va aller voir ces classes. Donc, je fais ouvrir, Java Lang. Donc, on va retrouver, on avait déjà vu integer, short, boolean et byte. Donc, on va avoir integer ici, qui contient une primitive int. On va avoir ensuite long ici, qui contient une primitive long. Float, qui doit être ici, voilà. Double ici, double, et caractère qui est ici. Voilà. Donc, j'ai fait tourner tout ça. Donc, vous pouvez, à titre d'exercice, continuer à implémenter. Voix et résultats. Donc, on a un integer, c'est de moins 2 Go à 2 Go. Un long, c'est de beaucoup à de moins pas du tout à très beaucoup. Float, c'est voilà, et double, voilà, et voilà char. Donc, je vais aller voir ici dans mon workspace, dans mes données, ce que ça m'a généré. Voilà tous les fichiers. Donc, on avait fait boolean, byte et short. Donc, on va regarder int, propriété, c'est bien 4 octets, 32 bits. Long, propriété, 8 octets, 64 bits. Float, propriété, 4 octets, 32 bits. Double, propriété, 8 octets, 32 bits. Non, 8 octets, 64 bits par contre. Et char, les chars, ce n'est pas des caractères au sens ce que vous avez en C ou en C++, char, c'est de l'Unicode. Donc chaque caractère est encodé sur 2 octets en fait. Donc si on regarde, on a écrit qu'un... Pardon, propriété... On a écrit qu'un char, mais il fait bien 2 octets. Voilà. Alors l'Unicode, c'est une manière de coder spécialement les caractères qui permet de représenter à peu près toutes les langues du monde, notamment par exemple le chinois, le cyrillique, des choses comme ça, alors que l'ASCII était limité. Voilà. Donc l'ASCII qui était que sur un octet. Voilà, et j'en ai fini pour cette vidéo.